Bonjour et bienvenue sur cette chronique littéraire sur Radio Réel, mais nous sommes également en podcast sur mon podcast L'Art des Livres, ainsi que sur YouTube. Donc bienvenue, aujourd'hui je vais vous parler de cette superbe édition aux belles lettres de Alexandre l'Orphelin de la Table Ronde. Alors vous savez que je l'ai lu dans le cadre de mon défi des 20 travaux d'Adrien. Il fallait que je choisisse un livre avec la lettre de mon initiale, de mon prénom dans le titre. Et évidemment, donc du coup, Alexandre, Adrien, et puis même Arioli. Vous voyez, donc j'avais tout. Arioli, le nom de l'auteur, ça commence par A. Alexandre, ça commence par A. Mon prénom, Adrien, A. Voilà. C'était le livre parfait pour réunir ce défi. Donc, nouveau défi réussi de mes 20 travaux d'Adrien. Le prochain de mes 20 travaux, ça va être dès ce week-end, vous allez voir, je vais essayer de le choisir, je vais vous en proposer plusieurs, il faut que je choisisse un livre de l'auteur que je n'ai jamais lu. Voilà. Donc je ferme la parenthèse du contexte de pourquoi j'ai lu ce livre. Mais j'avais envie de le lire de toute façon, mais du coup, j'ai trouvé ce prétexte de ces 20 travaux pour le lire à ce moment-là. C'est comme ça que j'utilise mes 20 travaux en fait. Il y a tout livre que j'ai envie de lire et puis je les mets ensuite dans chaque catégorie. J'avais lu, il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière, Ségurant, qui était un ensemble de récits qui avait été retrouvé par Emanuele Arioli après plus de 10 années de recherche. Et bien, en faisant ces recherches, il était également tombé sur Alexandre, cet autre chevalier oublié de la table ronde. Alors pour ça, il avait dû faire des recherches dans 14 manuscrits et fragments médiévaux conservés en France, en Italie, en Suisse, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Russie. Et donc il les a rassemblés, il en a fait une histoire plutôt cohérente, il les a traduits en français moderne et ça nous donne ça. Donc Alexandre, l'orphelin de la table ronde, quelque temps après donc Ségurant qui était le chevalier au dragon. Et je vous invite d'abord à lire ce livre, Ségurant, le chevalier au dragon, qui était déjà très bien à l'époque, et je l'avais interviewé, je l'avais reçu sur mon podcast L'Art des Livres, et on avait fait un super entretien avec Emanuele Arioli. Donc qui est ce mystérieux orphelin ? Alexandre, en fait, c'est le plus beau des héros de la table ronde. C'est l'homme charmant, le cousin oublié de Tristan. Et vous allez voir que Tristan, du mythe de Tristan et Iseult, a son importance dans ce récit. Parce que l'oncle de ce Alexandre, c'est Marc, le roi Marc de Cornouailles, qui a tué le père d'Alexandre. Donc l'oncle a tué son propre frère, qui est le père d'Alexandre. Il est persuadé qu'Alexandre a été également tué avec sa mère, sauf qu'ils ont réussi à s'enfuir, à s'échapper. Ils sont ils sont accueillis ailleurs, il réussit à être adoubé, à devenir chevalier, mais dans le secret le plus total, parce que son existence doit être cachée. Donc vous voyez l'intelligence avec laquelle, à l'époque, ils ont réussi à faire en sorte que on lui écrit quand même une mythe, on lui écrit une histoire sur Alexandre, mais on justifie pourquoi il n'était pas présent, parce que ces manuscrits ont plutôt été écrits entre le XIIIe et le XVe siècle, donc déjà des siècles après l'écriture des premières aventures des chevaliers de la table ronde. Mais il fallait justifier le fait qu'on ne le connaissait pas et le fait qu'il était caché. Et ce Marc, c'est le roi de Iseult, du fameux mythe de Tristan et Iseult. Donc Tristan, qui est à la fois le cousin de Alexandre, était également le mari, l'amant que va faire tuer Marc de Iseult, qui était la femme de Marc. Vous voyez, tout a un lien. Et le jour de son adoubement, Alexandre va être mis au courant par le fantôme de son père, donc il y a un côté un peu Hamlet, ça nous fait penser un peu à Hamlet, ce côté-là, qui vient lui dire qu'il a été tué par son propre frère, le roi Marc, et qu'il faudrait qu'il se venge. Il va décider de partir à l'aventure, de se venger. Le problème, c'est que sur sa route, il va y avoir un obstacle majeur pour ce Alexandre, sur la route de sa vengeance. On va lui dire, il faut que tu ailles demander de l'aide à Lancelot, il faut que tu ailles demander de l'aide à Tristan. Le problème, c'est qu'il va y avoir un obstacle majeur, c'est sa beauté. Il est extrêmement beau, et toutes les femmes qu'il va rencontrer vont vouloir le garder pour elles. Elles vont vouloir l'aimer, parfois même le séquestrer, l'aider, lui demander des conseils, des services pour le garder pour elles, parce qu'elles le trouvent absolument charmant, beau. Et donc ça va être à la fois une quête de vengeance, ces récits d'Alexandre, mais également la quête de l'amour, la découverte de l'amour, la découverte du corps, des charmes, des relations charnelles avec les femmes. C'est presque une éducation sentimentale avant l'heure que va connaître ce Alexandre dans ce livre. La préface nous le dit, dans les péripéties, les femmes tissent des intrigues et des sortilèges plus dangereux que les épées des chevaliers. Alexandre connaît une série de vicissitudes et d'aventures extravagantes dont le moteur premier est sa beauté. Donc c'est à la fois un fardeau, mais c'est aussi souvent un phare, parce que ça va lui permettre d'être aidé, d'être secouru par des femmes, d'être soigné. Donc c'est autant un phare qu'un fardeau.
C'est un univers complètement différent, cet univers arthurien que l'on découvre dans ces récits d'Alexandre, parce que le monde arthurien traditionnel est révolu. La préface nous le dit, ce n'est plus l'enchanteur Merlin qui surplombe le récit, désormais la Dame du Lac a enfermé Merlin vivant dans un tombeau enchanté. Le vrai visage de Merlin, que les textes antérieurs auraient masqué, est ici dévoilé, il n'est qu'un sordide prédateur sexuel qui appâte ses proies avec la magie. On parle de Merlin là. La Dame du Lac punit ses abus et venge les autres femmes une fois pour toutes. Donc c'est un monde dans lequel, et c'est pour ça que c'est un récit tout à fait particulier, parce que c'est un monde dans lequel ce sont les femmes qui ont pris le pouvoir, ce sont les femmes qui mènent la danse, ce sont les femmes qui mènent des intrigues, qui tissent des liens, qui font des complots, qui se battent, On a un univers complètement féminin, et forcément, Alexandre, avec sa beauté légendaire dans ce monde de magie, parce qu'on va même voir à un moment donné 4 magiciennes, Morgane, Sibylle, la Dame d'Avalon et la Dame du Lac, qui vont se retrouver dans la légendaire île d'Avalon et qui vont se défier dans un tournoi de magie. À force d'illusions, avec des pluies d'épées, des légions de diables monstrueux, des flammes ensorcelées. On va avoir tout ça dans ce récit, donc vraiment dominé par les femmes. Ce sont les femmes qui combattent, qui luttent entre elles, qui concurrencent, même si évidemment Alexandre va par la suite affronter également des hommes, va se battre au combat au corps à corps. Donc, comme je vous le disais, Alexandre, c'est un homme qui, par sa beauté, va combler une sorte de lacune qui manquait peut-être dans la table ronde. Et Alexandre va donc vouloir se venger de son oncle, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le côté Hamlet est très présent. Et à la fois, cette vengeance-là, elle est impossible. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on le sait d'emblée. Pourquoi ? La légende d'Arthur est celle d'une vengeance impossible, nous dit la préface. Il ne peut pas tuer son oncle, le roi Marc, sans contredire les romans précédents. Le souverain doit survivre, effectivement, pour continuer de gouverner la Cornouaille et pour ensevelir Tristan et sa propre femme Iseux. Donc la vengeance tant attendue ne se réalisera donc pas. Les intrigues amoureuses et les exploits chevaleresques détournent alors le héros de son but et trompent l'attente du lecteur. C'est très intelligent, hein, parce qu'en fait ça nous dit que tout ce qui va lui arriver à Alexandre, ça ne se justifie que parce que son existence et sa vengeance ne peuvent pas aboutir. Parce que Marc doit vivre. Marc doit pouvoir continuer de gouverner la Cornouaille, et Marc doit un jour enfermer et ensevelir vivant Tristan et Iseux. Et Tristan, on le voit présent dans ses aventures. Et ça, moi je trouve ça absolument génial. Et ça a un lien très fort avec forcément ce qu'on avait vu dans un premier temps, c'est-à-dire ce qu'on avait vu avec Ségurant. Parce que Ségurant, sa quête, c'était également une sorte de vengeance, une sorte de quête vers le dragon, mais elle ne pouvait pas aboutir pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il fallait cacher, comme dans le cas de Ségurant, un nouveau héros est habilement greffé dans l'univers arthurien et tristanien. Son absence dans les romans précédents est justifiée par le fait que le roi Marc aurait ordonné de l'assassiner. Mais le lecteur découvre qu'Alexandre est bien en vie et déterminé à se venger. Néanmoins, emprisonné par Morgane, il a déjà le pressentiment de l'impossibilité de sa mission. Il est déshonoré, pense-t-il, s'il reste longtemps emprisonné dans ce château, car il ne vengera jamais son père. Et effectivement, la fin en tout cas des textes, des manuscrits officiels, entre guillemets, qui vont être retrouvés, on n'a pas de fin. Parce que c'est pas possible de lui donner une fin, ni une fin heureuse, ni une fin malheureuse. Et c'est là qu'ensuite il va y avoir, et on connaît à quel point, et vous pouvez aller écouter le podcast pour ça, à quel point le Moyen-Âge, pour ça, littéraire était très désordonné, il y avait des fragments qu'on retrouvait partout, chacun avait un peu sa propre version, et un peu comme avec les comics aujourd'hui, vous voyez, les comics, des Batman, des Superman, il y en a un peu de tout, chaque auteur y va de sa propre version, il n'y a pas vraiment de linéarité, de code officiel. Mais là c'est pareil en fait, on va retrouver des fins heureuses, on va retrouver également des débuts alternatifs, on va retrouver par exemple chez Thomas Malory des fins qui sont complètement différentes de celles qui avaient été retrouvées dans un premier temps, et ça moi je trouve ça tout à fait passionnant. Pour autant, comme je l'ai dit, il va se battre même très bien, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va affronter des ennemis, sauf à un moment donné, je vous laisse découvrir, mais il va être très puissant, il va même un jour affronter le grand Lancelot du Lac, celui dont il vient de demander l'aide, et il sait même pas qu'il est en train d'affronter Lancelot, il va rencontrer Tristan, il va rencontrer vraiment les plus grands chevaliers de la table ronde, donc il y a également ce côté des combats qui est très intéressant, et les combats sont très bien décrits, et ce que j'aime bien c'est que Emanuele Arriol, il prend vraiment le style
de l'époque, avec des figures de style, des éléments de langage, et on a vraiment l'impression de lire un manuscrit du Moyen-Âge, et pour ça, même Emanuele Arioli, il est très très fort. Il est très très fort pour la mise en lumière. C'est-à-dire que j'ai vu que certains critiquaient un peu en disant, en fait, ils ne découvrent rien, on les connaissait et tout. On les connaissait pas vraiment, hein. Peut-être qu'ils existaient dans certaines archives, peut-être qu'ils existaient dans certains couloirs, mais Emanuele Arioli a eu le génie de mettre en lumière tout ça, de faire effectivement un enrobage médiatique de communication dans l'apparence, et la forme compte énormément pour avoir un héritage, pour laisser des traces. Il n'y a pas que le fond qui compte, également l'apparence. Emanuele Arioli a réussi à faire de tout ça quelque chose d'assez brillant, et grâce à lui, et ce n'est pas rien comme héritage quand même, depuis 1-2 ans, on a un retour un peu en grâce des publications liées à la légende arthurienne. Et des figures comme à la fin, mais maintenant le comte cesse de parler de cette aventure, c'est alors que, vous voyez plein de petites expressions, que vous dire, souvent il y a cette interrogation qui revient souvent, que vous dire, là on est vraiment, on a l'impression de lire des textes d'un autre temps, et c'est ce que j'ai adoré dans ce texte. Et encore une fois, je le redis également, un texte presque féministe avant l'heure. Je vous cite quand même une anecdote, quand même, c'est incroyable. La magie ultime, je vous cite cet extrait, la magie ultime, celle qui provoque la plus grande stupéfaction, nous frappe par sa haute valeur symbolique. La dame d'Avalon fait jaillir du feu de son entrejambe, l'utilisant comme un lance-flamme, capable de carboniser avec la précision redoutable d'un missile, même ce qui se trouve au sommet d'un clocher. Ça part de son entrejambe, le feu. Ce puissant sortilège défensif à l'épreuve de tout agresseur peut symboliser la révolte éclatante contre les violences subies, la prise de pouvoir féminine est prête à faire trembler la société traditionnelle et métaphoriquement à réduire en cendres le patriarcat. Donc c'est un univers magique puissant, en même temps un peu décalé, parfois un peu absurde dans certains combats qu'on va voir, mais avec des illusions apocalyptiques, de la magie, de la sensualité, de la violence, tout ça mêlé dans ces récits retrouvé, rassemblé, retraduit de manière magistrale par Emanuele Arioli. Ça s'appelle Alexandre, l'orphelin de la table ronde. C'est aux éditions des Belles Lettres et c'est mon conseil du jour et de cette semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne des Mémoires d'Adrien, sur mon podcast L'Art des Livres, ainsi que sur Radio Rennes. Bonne journée, à très vite, lisez des livres, à très bientôt pour parler à nouveau de littérature. Au revoir.